Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir repris vos places respectives. On en est dans les derniers milles du premier sommet national sur le handicap. Il nous reste quelques items à l'agenda, mais avant d'aller plus loin, on a une belle table ronde sur le handicap et l'éducation qui est présentée cet après-midi en compagnie d'expertes et d'un expert. Donc, je vous présente l'expert qui va vous présenter les expertes après. Il s'agit de Daniel Ducharme, qui est chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Daniel Ducharme, qui a un PhD en sociologie. C'est un sociologue, comme le regretté Daniel Pinard, d'ailleurs, qui nous a quittés il y a quelques jours, et chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse depuis 2005. Ses travaux de recherche portent sur l'analyse du contexte social et structurel, dans lequel s'inscrit l'exercice des droits et libertés de la personne, notamment en matière d'égalité et en emploi, de droit à l'éducation et de droit à la santé. Il a œuvré auparavant dans divers groupes de recherche, notamment le Centre de recherche en droit public, le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, le groupe ECOBES, E-C-O-B-E-S, et l'Institut de recherche clinique de Montréal. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Daniel Ducharme. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Je vais essayer d'être aussi éloquent que Daniel Pinard. Je ne sais pas si je vais y réussir. Une chose est certaine, je ne vous ferai pas de recette aujourd'hui. On va parler de droit à l'éducation. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'animer cette table ronde qui va porter sur un sujet de la plus haute importance pour la participation sociale des personnes en situation de handicap, l'accès à l'éducation. Pour nous aider à réfléchir à la façon dont l'École québécoise répond à ses responsabilités, mais aussi sur la manière dont elle pourrait mieux exercer son rôle à l'égard des élèves en situation de handicap, j'ai avec moi 3 personnes de très, très grande qualité qui sont des témoins privilégiés de ce qui se passe dans nos écoles. Par leur expérience, elles vont pouvoir illustrer le véritable parcours du combattant que les élèves en situation de handicap et leurs parents doivent malheureusement emprunter pour faire valoir leurs droits dans notre système scolaire. Donc, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Tout près de moi, juste à ma gauche, Amélie Durand-Lot. Amélie, depuis 20 ans, est engagée par son parcours professionnel en faveur des droits de la personne, notamment ceux des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Elle encourage une mobilisation collective portée par et pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, leurs proches et de nombreuses organisations. Amélie a chapeauté le programme d'employabilité pan-canadien Prêt, disponible et capable de 2014 à 2018 au sein de la SQDI, avant de le gérer au niveau fédéral avec l'équipe d'Inclusion Canada. Avec ses connaissances et des relations partout dans la province et au Canada, elle travaille avec l'ensemble de la collectivité et les organisations membres de la SQDI afin de rassembler tous les acteurs autour d'une même cause, la déficience intellectuelle. Édifier ensemble une société juste et équitable avec et pour ces personnes, s'engager à faciliter le déploiement de leur plein potentiel et répondre adéquatement à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leur famille, la guide dans ses interventions. Juste à côté d'Amélie, vous trouvez Sergeline Isidore. Sergeline a grandi avec un père aveugle très impliqué dans la communauté, ce qui a inspiré son engagement social. Elle-même atteinte d'atrophie optique dominante et de perte auditive, elle milite pour l'éducation inclusive. Après une carrière d'éducatrice spécialisée, elle obtient un baccalauréat en sociologie, une autre sociologue, et poursuit une maîtrise en éducation. Membre de divers comités, elle cofonde Mon bras droit éduque, MBDE, pour soutenir les personnes étudiantes en situation de handicap au poste secondaire. MBDE développe une plateforme collaborative qui offrira un jumelage sécurisé. L'organisme offre aussi
des conseils aux personnes sourdes et malentendantes, où elle défend les droits et améliore la qualité de vie des personnes atteintes. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est vous. Je viens de... pardon, oui, désolé. Je savais qu'en fin de journée, il y aurait des petits pépins. L'organisme offre aussi conseil, désolé, Madame No. L'organisme offre aussi des conseils académiques, la formation et des conférences pour augmenter la participation sociale et la diplomation des personnes en situation de handicap. Elle est administratrice au conseil d'administration de la COFAN et présidente du comité éducation. Lucino, je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Depuis 2004, Lucino occupe le poste de directrice générale du Réseau québécois pour l'inclusion scolaire des personnes sourdes et malentendantes, le REKIS, où elle défend les droits et améliore la qualité de vie des personnes atteintes de surdité. Dans un désir de réorientation de carrière, Mme No a fait des études en communication et études sourdes au Cégep du Vieux-Montréal. Avec 16 ans d'expérience à la Société de transport de Montréal et 7 ans à la Société des alcools, elle possède une solide expérience en gestion d'équipe et en gestion de projet. Elle a récemment produit et animé le congrès « La communication au cœur de l'accessibilité » au Palais des Congrès de Montréal, démontrant son engagement envers l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes. En tant que mère d'une fille malentendante, elle a accompagné sa fille dans toutes les étapes de son parcours scolaire et personnel, ce qui renforce son dévouement envers la promotion de la culture sourde et l'accessibilité universelle. Ambitieuse et déterminée, elle vise à atteindre ses objectifs pour offrir une meilleure qualité de vie à cette communauté. Avant d'engager la discussion avec elle, j'aimerais d'abord partager quelques réflexions avec vous. Je ne reprendrai pas les propos que le président de la Commission des droits de la personne a tenus dans son allocution vidéo que vous avez entendue ce midi. Les données qu'il a présentées parlent en elles-mêmes, je crois. Mais je tiens tout de même à rappeler une chose. L'École québécoise a pour mission d'instruire, de socialiser et de qualifier tous les élèves qu'elle accueille sans distinction, préférence ou exclusion. Tous les enfants du Québec ont droit à l'instruction publique, peu importe leurs besoins ou leurs capacités. Pour assurer l'exercice de ce droit pour les élèves en situation de handicap, l'École québécoise doit adapter ses services pour tenir compte de leurs besoins et de leurs capacités sur une base individuelle, car chaque élève est unique et mérite une attention particulière. Faire le contraire n'est rien de moins que discriminatoire. Si on peut tous s'entendre sur ce principe, qu'en est-il dans les faits aujourd'hui dans l'École québécoise? Que nous dit la réalité sur le terrain? Est-ce que notre réseau scolaire s'acquitte efficacement de ses responsabilités à l'égard des quelques 238 000 élèves en situation de handicap qui sont actuellement sur les bancs de nos écoles? Si l'on se fie aux milliers de plaintes qui sont adressées annuellement aux centres de services scolaires, et puis on pourrait aller aussi aux postes secondaires, aux cégeps et aux universités, aux écoles et aux collèges privés, au protecteur national de l'élève, au protecteur du citoyen, et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, rien n'est moins certain. Bon an, mal an, le volume de plaintes ne fléchit pratiquement pas. Il a même augmenté depuis la période pandémique que nous avons vécue récemment. En fait, depuis 2020, on note une hausse importante du nombre de plaintes qui sont adressées à la Commission des droits de la personne et qui impliquent des bris de service pour les élèves en situation de handicap. Ce n'est pas moins de 75 % de nos plaintes dans les 4 dernières années qui impliquent au moins un épisode de bris de service. C'est une tendance pour le moins inquiétante. Comme plusieurs d'entre vous le savez, la Commission des droits de la personne a publié en 2018 une vaste étude sur les services qui sont offerts aux élèves en situation de handicap dans le réseau scolaire québécois. Dans cette étude, elle en arrivait à la conclusion que les atteintes aux droits de ces élèves s'étaient multipliées depuis l'adoption de la politique de l'adaptation scolaire en 1999, donc il y a 25 ans aujourd'hui. L'étude permettait d'identifier de nombreuses lacunes du système qui avaient pour effet de fragiliser le parcours scolaire de ces élèves
et compromettent leur réussite éducative. Parmi ces principales lacunes, je me contenterai ici d'en nommer 3 qui m'apparaissent particulièrement importantes dans le contexte actuel. Premièrement, le manque récurrent de personnel spécialisé qui affecte depuis des décennies la capacité du réseau scolaire d'adapter les services éducatifs et d'offrir des services directs aux élèves, mais aussi de soutenir les enseignants dans leurs tâches, pénalise les élèves en situation de handicap et compromet gravement leur réussite et le respect de leurs droits dans le réseau scolaire. Deuxièmement, le fait que le ministère de l'Éducation ne collige pas réellement de données sur les élèves en situation de handicap, autres que celles qui sont colligées dans les déclarations de clientèle scolaire, ne lui permet pas d'avoir un portrait exact du cheminement scolaire de ses élèves et de leur réussite éducative. Ce qui ne permet pas, vous comprendrez, de donner une réponse appropriée aux obstacles que vivent ces élèves. Troisièmement, finalement, depuis une vingtaine d'années, on assiste à l'émergence d'une école à 3 vitesses, où cohabitent l'école publique régulière, les projets pédagogiques particuliers, sport-études, art-études, école internationale, vous les connaissez, un instant, où cohabitent les projets pédagogiques particuliers et l'école privée. Cette nouvelle dynamique a pour effet d'exclure de façon disproportionnée les élèves en situation de handicap de plusieurs programmes de formation qui pourraient pourtant leur être bénéfiques pour leur développement et pour leur avenir personnel, professionnel et social. On ne se le cachera pas, tout le monde le sait, l'accès au privé et aux projets pédagogiques particuliers se fait davantage sur la base des résultats scolaires et la capacité des parents à payer plutôt que sur l'intérêt des élèves. Cela peut constituer en soi une double discrimination. C'est là un réel problème pour plusieurs élèves en situation de handicap dont le cheminement scolaire est conditionné à la fois par leurs limitations et par la condition sociale de leurs parents. Je pourrais nommer bien d'autres lacunes qui se trouvent dans l'étude qu'a réalisée la Commission. Je vous suggère, si vous voulez en savoir plus, de consulter celle-ci sur le site Web de la Commission. Comme l'a mentionné Maître Tessier, le président de la Commission, dans son allocution, la vaste majorité des 22 recommandations que la Commission des droits de la personne a adressées au ministère et au réseau de l'éducation dans le cadre de cette étude n'ont pas été suivies à ce jour. D'autres organismes publics, comme le Protecteur du citoyen, le Conseil supérieur de l'éducation et le Vérificateur général du Québec se sont également penchés sur la question dans les 10 dernières années et en sont arrivés à des constats similaires que ceux qui ont été faits par la Commission. Leurs recommandations ont malheureusement connu le même sort que celles de la Commission. Alors qu'on assiste actuellement à une dégradation accélérée des conditions dans lesquelles sont scolarisés les élèves en situation de handicap, surtout depuis la période pandémique, il y a nécessité de donner un sérieux coup de barre pour mieux répondre aux besoins éducatifs des élèves HDAA et favoriser l'exercice de leurs droits. Pour ce faire, comme l'a mentionné Maître Tessier, il faut que le ministère et le réseau scolaire offrent une réponse structurante aux besoins des élèves en situation de handicap. Les recommandations qui ont été formulées par la Commission et par les différents organismes publics que je viens de vous énumérer constituent une base importante pour offrir cette réponse. Il faut que celle-ci trouve un écho dans notre réseau scolaire. Pour que l'école québécoise soit plus inclusive, il faut aussi que les acteurs du réseau scolaire et au premier chef, le ministère de l'Éducation, écoutent davantage ce que les milieux associatifs comme les vôtres ont à exprimer sur le sujet. Aucune décision concernant les personnes en situation de handicap ne devrait être prise sans qu'on consulte celle-ci. L'âge ne doit pas être un obstacle à la consultation non plus. Les jeunes élèves en situation de handicap ont aussi leur mot à dire sur les services éducatifs qu'on leur offre. Donc, maintenant, une fois qu'on a établi ce portrait, sans plus tarder, j'aimerais maintenant laisser la place à nos 3 merveilleuses intervenantes qui auront très certainement beaucoup d'éléments intéressants à nous soumettre pour nourrir la réflexion.
Donc, pour partir le bal, j'aimerais vous poser une première question, si bien sûr ça vous va. On y va tout de suite. Comme je viens de l'esquisser, un constat semble être partagé par un nombre de plus en plus important d'acteurs et d'observateurs du réseau scolaire québécois, au-delà des organismes publics dont je vous ai parlé. Dans les dernières années, les conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap se sont détériorées, je viens de le dire, au point où elles mettent en péril le respect du droit à l'éducation et la réussite éducative de ces élèves. Ma question est la suivante. En tant que représentante d'organismes qui œuvrent auprès de ces élèves, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Feriez-vous des nuances par rapport à ce constat? Quelles sont les principales difficultés que vous observez pour que ces élèves reçoivent des services éducatifs qui répondent réellement à leurs besoins? Donc, pour débuter, je demanderai à Amélie si tu veux... Parfait, merci beaucoup, Daniel. Avant tout, je tiens à remercier la COFAN pour l'opportunité de pouvoir vous présenter les prises de position de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la SQDI. Quelques mots sur notre mission. Donc, la SQDI est un regroupement provincial qui promouvoit et défend les droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches. Notre regroupement rassemble plus d'une centaine d'organisations membres à travers la province et des milliers de personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs familles. Donc, pour la SQDI, quelques notes sur nos prises de position. Tous les élèves au Québec doivent être accueillis et recevoir des services de qualité dans une classe ordinaire, dans son école de quartier, avec les élèves de son groupe d'âge. C'est ce qui est vraiment visé par notre organisation. Pour les élèves qui ont des besoins particuliers, pour les élèves qui ont une déficience intellectuelle, ils doivent évidemment recevoir une réponse adaptée à leurs besoins et être bien évalués. Donc, ça passe par, évidemment, des adaptations aux programmes de formation qui permettent de développer les apprentissages et de développer l'autonomie de ces élèves-là. Les apprentissages, qui a souligné, des apprentissages académiques et sociaux. Donc, l'école et les classes spécialisées devraient être utilisées vraiment qu'en dernier recours, dans le cas où ça serait dans les meilleurs intérêts des élèves. Le réseau scolaire aussi doit reconnaître l'expertise parentale et travailler en étroite collaboration avec les parents dans tous les processus décisionnels, notamment l'élaboration du plan d'intervention. Les parents doivent aussi avoir toute l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées de la part des directions et des enseignants et des enseignantes dans les écoles. Donc, quelques constats, mais aussi des difficultés. Donc, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les relations entre les parents et l'école sont de plus en plus difficiles. Il y a un manque de communication qui est flagrant. Le parent doit aussi souvent se justifier auprès des directions des écoles. Donc, ça fait en sorte que les parents se sentent aussi isolés. Un deuxième constat, ce deuxième constat-là, c'est qu'on a un recours systématique aux écoles spécialisées, aux classes spécialisées. Les élèves qui ont une déficience intellectuelle en milieu ordinaire, dans des classes régulières, elles sont de plus en plus rares et cela s'ajoute aussi lorsqu'elles sont victimes de discrimination, quand elles ont un handicap visible, c'est encore plus prononcé pour ces élèves-là. Aussi, comme autre constat, on a parlé de déscolarisation là, en entrée de jeu. Donc, la déscolarisation, elle est exponentielle pour ces élèves-là. Quelques difficultés qui font aussi état de constatation. Donc, en termes de difficultés, j'en ai trouvé à peu près 7 difficultés. Donc, une des premières difficultés, c'est vraiment la reconnaissance des capacités des élèves qui ont une déficience intellectuelle. Ces compétences-là, ces capacités-là sont souvent sous-estimées, qui fait que les élèves ne sont pas nécessairement bien classés ou dans les bons endroits. Ensuite, comme deuxième grande difficulté, c'est le fait que les directions des établissements ne sont pas imputables de leurs décisions. En fait, la décision d'accueillir ou non les élèves dans les écoles de quartier est vraiment faite de façon très arbitraire. Comme troisième constat, l'école tend à être de moins en moins sécuritaire pour les élèves HDA.
Il y a à peu près une année de ça, la Fédération québécoise de l'autisme, représentée aujourd'hui par Lily Plourde, et la Coalition des enfants à besoins particuliers ont mené une campagne « Nos enfants, nous aussi ». Donc, on a constaté qu'il y avait une utilisation abusive des salles de retrait. Donc, nos organisations demandent à ce qu'il y ait un meilleur encadrement pour éviter justement le fait que des élèves puissent être soit renvoyés de l'école ou placés dans des salles de retrait de façon abusive. Certains élèves passent plusieurs heures par jour dans des salles de retrait qui sont verrouillées justement parce que la classe ne leur permet pas justement de pouvoir travailler en amont et d'axer en fait la gestion plutôt sur une prévention. Donc, on est vraiment dans un mécanisme là, de gestion de crise. Donc, c'est une autre difficulté que j'ai identifiée. Évidemment, manque de ressources au niveau des éducateurs spécialisés, par exemple, des psychoéducateurs dans les écoles. C'est important qu'elles soient en nombre suffisant, justement, pour bien encadrer et de mettre en œuvre là, les plans d'intervention. Enfin, comme autre difficulté, je vous dirais qu'il y a le manque de formation du personnel enseignant, puis c'est important quand justement le guide là, sur le cadre de référence sur les mesures de contrôle dans les écoles va sortir, que tout ça soit accompagné de formation, mais réellement une formation en continu. Et comme autre difficulté, bien, on a identifié tout ce qui touche la transition école-vie active, donc le fameux programme TEVA. Aujourd'hui, on parle encore de projet pilote après 20 ans d'implantation. Pour nous, c'est inacceptable, c'est voire même insultant qu'on est encore à l'étape de pilote au lieu de rendre une transition école-vie active obligatoire, présente dans toutes les régions, dans toutes les écoles qui répondent aux besoins de ces jeunes-là. En fait, ça a un énorme impact sur leur vie d'adulte. Et enfin, l'école est souvent perçue pour les élèves qui ont une déficience intellectuelle comme un endroit où on doit les occuper plutôt que de favoriser leur apprentissage. Donc, la plupart des élèves là, qui ont appris à lire et à écrire sans le soutien des parents, souvent, ils n'y arrivent pas. Souvent, cet apprentissage-là se fait davantage maintenant à la maison qu'à l'école. Pour nous aussi, c'est un constat qui est totalement inacceptable. Somme toute, je l'ai dit dans les difficultés, mais je veux rappeler qu'il est important de considérer les capacités réelles des élèves qui ont une déficience intellectuelle et de tous les élèves HDA. C'est une considération importante, une reconnaissance importante pour qu'elles puissent être incluses à l'école et ensuite tout au long de leur vie afin d'éviter la ségrégation. Donc voilà un peu en résumé. Merci Amélie. Sergeline? Oui. Bonjour. Moi, je suis directrice générale et cofondatrice de l'organisme Mon Bras Droit, EDUC, et notre mission, c'est principalement d'accompagner, d'outiller, d'informer les personnes étudiantes en situation de handicap au post-secondaire. Donc, ma vision de la situation se concentre plus au niveau du post-secondaire. Donc, au niveau du post-secondaire, c'est une autre réalité, mais on voit quand même ces problématiques-là qui ont commencé dès le primaire et le secondaire. Donc, le manque de formation des spécialistes, le manque de ressources. Souvent, dans les institutions, il va y avoir une équipe d'une dizaine de personnes pour desservir des milliers d'étudiants. On ne peut pas parler nécessairement de dégradation parce que les services évoluent, mais évoluent très lentement par rapport à l'évolution de la diversité des besoins. Et dernièrement, depuis environ une bonne quinzaine d'années, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes étudiantes en situation de handicap due à la reconnaissance des handicaps émergents, donc, ou des handicaps invisibles. Ce qui fait que les handicaps dits traditionnels, ceux qui, dans le contexte HDAA, sont souvent placés dans des classes spécialisées, dans des écoles spécialisées, sont souvent exclus, mais on voit au postsecondaire une diminution de cette clientèle étudiante. Donc ça, c'est un des défis parce que maintenant, les services que les institutions cherchent à mettre en place et tout, ça va plus cibler les handicaps émergents qui ont leur enjeu aussi.
et les personnes comme ayant une déficience visuelle ou auditive ou TSA ou DI, on les voit beaucoup moins parce que le développement des services à leur niveau est restreint parce que, étant placés beaucoup en classe et en école spécialisée au primaire et au secondaire, c'est comme si on ne les attend plus au post-secondaire. Et au niveau des difficultés, mais c'est vraiment ça, c'est le manque de services, le manque de ressources, le manque de personnes vraiment, d'intervenants spécialisés pour les enjeux des personnes étudiantes en situation de handicap. Il y a le manque de formation au niveau des professionnels, des enseignants. Il y a le roulement au niveau des chargés de cours, donc leur instabilité au niveau de l'emploi, qui fait que souvent, même lorsque un aurait développé une expertise ou une connaissance par rapport aux enjeux vécus par ces étudiants-là, mais son poste est instable. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va se retrouver encore une fois à enseigner le même cours qu'il enseignait, ou ça ne veut pas dire qu'il peut transmettre sa formation. Et en ce sens aussi, il y a une forte difficulté au niveau de la mobilisation des étudiants en situation de handicap parce que les charges sont tellement lourdes pour elles à porter. Donc, comme on a beaucoup entendu durant la journée, on est les experts de nos situations. Mais souvent, on est très absent à cause des charges supplémentaires parce que l'intégration au post-secondaire demande beaucoup de charges au niveau du plan d'intervention, au niveau d'aller voir chaque professeur, au niveau d'établir les accommodements, etc. Donc, on est très peu, il nous reste peu de temps, peu d'énergie pour se mobiliser et faire de l'obéisme par rapport à nos propres besoins. Et ça, c'est une problématique aussi. Et le manque de connaissances et de notre présence, finalement, ça fait que souvent, les accommodations qu'on nous offre ne sont pas adéquates, ne répondent pas nécessairement à nos besoins, mais comme c'est les accommodations de base, bien, on est obligé de les prendre, de les accepter, même lorsque ça ne répond pas à nos besoins. Les plans d'intervention aussi sont souvent rédigés très généralement, mais ne répondent pas nécessairement aux besoins de la clientèle. Donc ça, c'est beaucoup de difficultés qu'on rencontre en milieu post-secondaire pour les personnes étudiantes en situation de handicap. Merci beaucoup, Sergeline. Je pense que ça démontre aussi qu'il y a beaucoup d'automatisme dans la façon dont on évalue les besoins éducatifs des enfants et puis des jeunes adultes en situation de handicap, peu importe les établissements d'enseignement, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université. Il y a cette difficulté-là dans l'évaluation même des besoins. Donc, encore une fois, merci, Sergeline. Lucie. Bonjour, je suis Lucie Nault, la directrice générale du Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes. Nous avons le mandat de défendre les droits de la communauté sourde et malentendante et aussi améliorer leur qualité de vie. Les communautés sourdes et malentendantes ont des besoins différents. Donc, tout d'abord, je voudrais souligner qu'on dénote du positif dans la scolarisation des enfants sourds ou malentendants au Québec. On a des très bons spécialistes, des très bonnes équipes écoles qui ont des mandats régionaux, supra-régionaux, qui font des miracles pour éduquer les élèves sourds et malentendants au Québec. On a une richesse ici et une spécialisation incroyable. Pourtant, j'ai l'impression encore qu'on a des barrières au niveau de la communication. Par exemple, les enfants sourds seniors, qui sont locuteurs de la langue des signes québécoise, n'ont pas assez de matériel pédagogique, n'ont pas assez de romans traduits en langue des signes québécoise. On manque de formateurs en langue des signes, d'enseignants aussi sourds, qui sont des modèles positifs pour les enfants de la communauté. Comment un enfant pourrait se projeter dans plusieurs carrières lorsqu'il n'a pas des modèles dans son environnement immédiat? Donc, je crois que d'offrir plusieurs modèles de personnes sourdes dans un environnement scolaire, c'est très adéquat. Et c'est ce qu'ont les enfants qui sont dans les écoles à mandat régionaux et suprarégionaux spécialisés.
Un enfant qui va être intégré à l'école régulière n'aura pas cette possibilité-là. Parfois, ils vont intégrer une école à mandat spécialisé en début de scolarisation et ils vont être intégrés parce qu'ils vont avoir repris un certain retard dans leur éducation. Alors là, on les trouve corrects pour être intégrés au régulier. Mais l'enfant va souvent vivre un certain défi au niveau de son identité sociale et culturelle. Parce que là, la personne se retrouve seule avec une déficience auditive dans une école normale. Donc, souvent, le parent va devoir se battre pour avoir le meilleur pour son enfant. Il va devoir répéter année après année, un petit peu comme tu as dit, ce qui est le meilleur pour son enfant. Je trouve ça dommage. Aussi, les enfants sourds seniors vont vivre une privation langagière due au manque d'outils pédagogiques et ils sont éduqués dans un bilinguisme. Donc, c'est comme un PPP. On va essayer de mettre ça simple, là. Beaucoup de matériel est en français, la diplomation, les examens sont en français, mais on leur enseigne en langue des signes québécoise. C'est un petit peu plus difficile, ce qui fait des fois du découragement, puis qu'on a de la difficulté à vraiment identifier et évaluer les compétences acquises par l'enfant. On a développé plusieurs outils quand même pour aider ces personnes-là, mais je pense que ça pourrait être vraiment bonifié et que ça soit plus normalisé, si on pourrait dire ça comme ça, pour répondre aux besoins de l'enfant et non pas... Moi, j'aimerais ça qu'on regarde chaque élève sourd ou malentendante et qu'on lui offre ce qu'il a de besoin et non pas ce qu'on est capable de lui offrir au centre de service scolaire. Pour ça, il va falloir, oui, effectivement, peut-être reconnaître la langue des signes québécoise en éducation pour valoriser aussi le rôle des interprètes scolaires, parce qu'on a un manque au niveau des interprètes scolaires et puis leurs rôles sont mal définis. Dans plusieurs régions du Québec, on va avoir des interprètes qui vont manquer de formation continue, qui vont manquer d'outils, puis qui vont se sentir vraiment démunis. Donc, ils vont porter 2-3 chapeaux pour essayer d'aller s'outiller puis donner le meilleur à l'enfant sourd et malentendant. Donc, on a malgré les réussites puis l'amélioration des dernières années, il reste beaucoup de chemin à faire et je pense qu'on serait capable d'agir au Québec parce qu'on a l'expertise ici, là. On a tout. Il faut juste avoir une volonté politique d'améliorer l'accessibilité à l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup, Lucie. Ça démontre, en fait, vos 3 interventions démontrent quand même l'ampleur là, des défis qui se posent pour offrir des services qui sont adaptés aux besoins de chaque élève. Je vais répéter que chaque élève est unique. Chaque élève a ses propres besoins, ses propres capacités. Il faut y aller selon une évaluation individualisée des besoins, ce qui fait en sorte que ce qui peut être bon pour un élève comme mesure d'adaptation n'est pas forcément bon pour un autre élève. Et le contexte dans lequel l'enfant est scolarisé peut varier aussi en fonction de cette évaluation des besoins et capacités. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui manquent encore pour offrir dans le réseau scolaire québécois un accompagnement, des adaptations qui vont répondre réellement aux besoins de tous les élèves. On échappe encore beaucoup trop de ces besoins-là dans le réseau scolaire. J'irai avec une deuxième question à vous 3. Là, on va aller un peu plus, on a entendu un peu les défis, les problèmes qu'on peut vivre dans le réseau scolaire, en fait que les élèves en situation de handicap et leurs parents peuvent vivre pour obtenir des services qui soient réellement adaptés. J'aimerais maintenant, si c'était possible pour vous, de me parler un peu des actions que vous souhaiteriez voir poser, que le ministère, par exemple, de l'Éducation, pourrait poser pour corriger ou pour redresser cette situation-là qui, on s'entend de ce que vous en dites, il y a encore énormément de chemin à faire. Qu'est-ce que le ministère devrait faire et qu'est-ce que le réseau scolaire, les différents acteurs du réseau scolaire devraient faire aussi de leur côté pour corriger cette situation-là? Je vais maintenant un peu changer l'ordre de présentation. On va commencer par Sergine.
Ah, okay. Oui, oui c'est toi. OK. Donc, au niveau post-secondaire, les actions, les actions que on pense qui seraient plus prioritaires. Premièrement, il faut agrandir les équipes d'intervention et il faut que ces intervenants-là et intervenantes aient une formation axée sur les défis, les enjeux vécus par les personnes étudiantes en situation de handicap au post-secondaire. Présentement, on a des équipes très petites, mais en même temps, les intervenants ne sont pas nécessairement formés en ce sens, ne connaissent pas nécessairement les enjeux. Donc, une des plus grandes équipes bien formées, ça, ce serait une première action à poser et inclure aussi dans ces équipes plus de personnes professionnelles en situation de handicap. Bien sûr, parce que ayant fait le parcours, ils deviennent experts de la situation. Aussi, de la formation au niveau du corps professoral et même des administrateurs des institutions. Plusieurs fois, l'étudiant va passer par le service, on va lui faire quelques recommandations et il peut se buter à la perception que l'enseignant ou le chargé de cours aura de sa situation. Donc, aussi au niveau des enseignants, au niveau des chargés de cours, il faut une formation, il faut rentrer ça dans l'exigence, il faut l'exiger, cette formation-là, pour qu'ils puissent enseigner. Il faut aussi s'assurer que les institutions soient bien équipées, qu'ils aient assez d'équipements au niveau technologique, au niveau aussi de l'accès aux bâtiments, qu'ils soient bien équipés pour recevoir le nombre d'étudiants en situation de handicap qu'ils ont. Moi, personnellement, j'étais dans des institutions où il y avait une seule télévisionneuse ou un seul ordinateur avec un logiciel comme ZoomText. Et ça m'est arrivé d'arriver, puis qu'on était 2 étudiants en situation de handicap qui devions littéralement se battre pour un seul ordinateur. Donc, pas assez d'appareils, pas assez d'adaptation même des lieux en tant que tels. Et il faut aussi offrir aux institutions les moyens de permettre aux étudiants en situation de handicap de se mobiliser, d'avoir des associations. Ce n'est pas dans toutes les institutions. Donc, d'avoir une association pour personnes étudiantes en situation de handicap ou leur visibilité dans les autres associations étudiantes de façon à ce que leur voix puisse se faire entendre. Mais maintenant, avec la charge supplémentaire qui est imposée à ces étudiants-là, mais ils n'ont pas le temps de s'impliquer et de défendre leurs droits et leurs intérêts. Et pour finir, ce serait vraiment d'encourager la collaboration entre les institutions et les organismes externes. Donc, pouvoir référer des étudiants aux organismes ou travailler en collaboration pour pouvoir mieux encadrer les étudiants. Moi, dans mon cas, je reviens avec mon expérience, mais qui est quand même multiple. C'est vraiment en fondant mon bras droit éduc que j'ai appris qu'il y avait l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion postsecondaire, la KIPS, mais jamais on m'en avait parlé à l'école. Donc, beaucoup des services particuliers, par exemple, qu'offre l'INLB, on m'en avait pas parlé à l'école. Donc, c'est à l'université. Donc, c'est vraiment, il faut cette collaboration-là pour s'assurer que l'étudiant reçoive toutes les informations dont ils ont besoin. Je parle, par exemple, d'un organisme comme Finautonome qu'on a vu plus tôt dans la journée. Le système, les institutions ne nous envoient pas vers ces organismes-là. Pourtant, il y a ce besoin d'aide financière au niveau des étudiants. L'aide financière aux étudiants va couvrir une partie, mais il y a d'autres parties qui manquent encore. Et de savoir toutes les ressources qui sont disponibles, toutes les ressources financières qui sont disponibles, même hors institution, c'est très important. Donc, c'est vraiment ces actions-là qu'il faudrait poser pour améliorer l'essor des personnes étudiantes en situation de handicap au post-secondaire. Merci, Sergeline. Lucie? Moi, ce que j'aimerais que le gouvernement mette en place présentement, ça serait de, premièrement, faire des tests de dépistage à la maternelle ou au début du parcours scolaire de l'enfant.
On fait passer des tests visuels à tous nos enfants avant d'entrer à l'école, mais il n'y a pas de test auditif obligatoire. Donc, il y a plusieurs enfants qui vont commencer leur scolarisation avec une déficience auditive qui n'est pas diagnostiquée et qui peut entraîner une embûche par la suite. Donc, je pense de faire une campagne de sensibilisation sur la santé auditive au Québec, ça serait très important. En plus, mais là, on en parlerait de la surdité, on la verrait. Ça ne serait plus un handicap si invisible. Ça serait normal de s'intéresser à la surdité. Par la suite, si l'enfant est diagnostiqué avec une perte auditive, mais il va être pris en charge avec la bonne équipe. Est-ce que c'est un enfant qui a une perte légère ou c'est un enfant qui a une perte auditive profonde, mais qu'on n'a pas détectée? Donc, vraiment, faire le test de dépistage permettrait d'offrir le meilleur pour les enfants en début de parcours scolaire. Par la suite, ce qui nous a été demandé au Congrès, la communication au cœur de l'accessibilité, dans tous nos panels, ça a été la reconnaissance officielle de la langue des signes au Québec. Ceci va permettre va permettre aux écoles de pouvoir demander plus de matériel pédagogique. On ne saura pas dire non. Ça va être obligatoire et ça va permettre aussi une diplomation en LSQ. La participation de la communauté sourde dans les études postsecondaires est plus faible encore que les entendants. Moi, je trouve ça aberrant. On a les outils, on a de merveilleux interprètes scolaires, on a les CCSI qui offrent les adaptations. Pourtant, le manque d'étudiants au postsecondaire est criant. Ça veut dire qu'on a une lacune entre le secondaire et les études supérieures. Alors, il faudrait comprendre il est où le problème. Et je pense que le fait de ne pas offrir une éducation dans la langue maternelle d'un enfant, ça va lui nuire beaucoup. On se prive vraiment d'avoir des jeunes très motivés, qui ont des capacités incroyables à avoir une participation pleine et entière dans notre société. On empêche des gens à rêver d'avoir des emplois de haut niveau parce que durant leur parcours, il peut arriver un manque de ressources. Puis en plus, en région, les manques de ressources sont beaucoup plus criants. Et un enfant qui a une surdité à Montréal ou au Lac-Saint-Jean ne devrait pas vivre de discrimination, devrait avoir accès aux mêmes ressources partout. Donc, c'est pour ça qu'on demande vraiment une reconnaissance de la langue des signes. Et si ça vous intéresse, il y a la pétition sur la table pour nous appuyer dans cet enjeu-là actuellement. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on a besoin, nous, de la part du gouvernement. C'est bien noté, Lucie. Merci. Amélie? Oui, bien, pour compléter, merci, mesdames. Donc, en termes d'action que le ministère de l'Éducation et les principaux acteurs du réseau scolaire québécois devraient poser en priorité, d'une part, c'est de jamais remettre en question le concept de l'inclusion scolaire. Actuellement, il est remis en question. Pourtant, c'était un concept qui était novateur il y a plusieurs années au Québec, mais maintenant, il est remis en question. Au Québec, on a une loi, la loi sur l'instruction publique et la politique en adaptation scolaire, tout simplement de l'appliquer, de la suivre et de l'évaluer. Donc, l'école, l'inclusion dans le milieu ordinaire doit vraiment être le premier lieu de scolarisation des élèves HDA. Le choix de l'école ordinaire ou de l'école spécialisée devrait être fait en collaboration avec les parents et tous les autres partenaires basés sur une évaluation qui est exhaustive des besoins du futur élève. C'est important là, que cette trajectoire-là soit la mieux évaluée possible parce que ça peut avoir des impacts sur le développement personnel des élèves ainsi que dans le futur, dans leur vie. Ensuite, il faut réfléchir à des modèles hybrides incluant une fréquentation scolaire qui est mixte entre la classe ordinaire et la classe spécialisée. Et le plan d'intervention, on doit sortir d'une élaboration qui est purement administrative. Il doit avoir les ressources nécessaires là, pour permettre justement de bien réaliser le plan d'intervention.
Je tiens toutefois à souligner que la Société québécoise de la déficience intellectuelle a formulé plusieurs orientations et demandes auprès du gouvernement en lien avec l'éducation, mais dans toutes les étapes qui touchent la vie d'une personne qui a une déficience intellectuelle, donc de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à consulter notre guide qui s'appelle « Orientation et demande de la Société québécoise de la déficience intellectuelle » qui émane d'une vaste consultation avec le milieu. Donc, évidemment, en 3 minutes, on ne peut pas tout nommer aujourd'hui, mais je vous invite à le consulter. Il est sur notre site Internet. Merci, Amélie. C'est très bien que tu aies ramené la thématique de l'éducation inclusive parce que c'est justement là où je voulais vous amener avec la dernière question que j'ai pour vous. Pendant la journée, nombreux d'entre vous avaient évoqué la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui met de l'avant, en fait, le principe de l'éducation inclusive. Le Québec s'est déclaré lié à cette convention internationale lorsque le Canada l'a signée en 2006, donc il s'engage à respecter l'ensemble des principes qu'il y a dans cette convention-là, incluant le principe de l'éducation inclusive. Il ne doit pas non plus reculer sur cet objectif-là, le faire dans la mesure de ses moyens, mais il doit démontrer qu'il avance en fonction de cet objectif-là. C'est à nous d'être vigilants par rapport à cet objectif-là. Et puis, comme vous le savez, de façon périodique, il y a des rapporteurs de l'Organisation des Nations unies qui viennent nous rendre visite au Canada et qui essaient de voir comment sont appliqués les principes qui sont dans la Convention, notamment celui de l'éducation inclusive. Plusieurs organismes de la société civile sont convoqués à cet exercice-là, notamment des milieux associatifs comme les vôtres. Donc, c'est important que, quand on en a parlé ce matin, d'entendre la voix des personnes en situation de handicap. Cet exercice-là en fait partie, puis c'est important qu'on y soit présent. Donc, pour revenir à l'objectif de l'éducation inclusive comme telle, et puis vous l'avez évoqué un peu, ma question va peut-être apparaître redondante, mais je vous demanderai peut-être de renchérir, en rajouter un peu. Jusqu'à présent, est-ce que vous trouvez que le Québec a pris au sérieux son engagement en matière d'éducation inclusive? Est-ce qu'il en fait assez à ce sujet-là? On a entendu que l'idée de l'éducation inclusive était remise en question dans certains milieux. Est-ce que vous trouvez que notre gouvernement, par exemple, en fait assez pour rappeler cet objectif-là? Objectif auquel il est engagé. Sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que l'école québécoise d'aujourd'hui, en 2024, soit réellement inclusive? Donc, cette fois-ci, je vais commencer avec Lucie. Je souhaite, pour que les écoles québécoises soient plus inclusives, qu'on crée une certification d'école inclusive au Québec, qu'on se mobilise ensemble. On en a discuté avec la COFAN plusieurs fois. Ça serait important que ça devienne un outil de fierté collectif, qu'on n'attende pas qu'un décideur veuille sortir de la boîte et agir, mais que nous, collectivement, on s'engage à rendre toutes nos écoles au Québec inclusives et sans discrimination, peu importe, pour les personnes en situation de handicap. Question incluant les écoles privées? Pourquoi pas? Ça va être les citoyens de demain quand même. Je pense que j'aimerais ça aussi qu'on voit là, dans les certifications dans l'inclusion, qu'on offre même des cours de langue des signes, même des ateliers au niveau primaire, secondaire, qu'on n'attend pas à l'université pour sensibiliser les étudiants ou les élèves à la culture sourde. C'est une langue qui pourrait être utilisée par plusieurs personnes et non pas juste les personnes sourdes seniors. Fait que je crois que de permettre cette diffusion-là, autant au public qu'au privé, ça serait nécessaire parce que tout le monde va être égaux, tout le monde va voter, tout le monde est un citoyen. Puis je pense que l'inclusion permet vraiment d'élever notre niveau dans la société. Que privé ou non, l'inclusion partout. Merci. Amélie?
Oui, bien, la question, c'est est-ce que le gouvernement en fait assez? Mais ma réponse, c'est non. En fait, le gouvernement s'éloigne actuellement d'une société qui est riche de sa diversité inclusive. On parle aussi du moment où les élèves sont à l'école, mais on parle aussi de leur futur. Puis il y a un risque là, d'accroître la marginalisation de ces élèves-là. On ne sent pas qu'il y a une volonté politique. On est beaucoup dans une mentalité, là, puis je parle en déficience intellectuelle, mais beaucoup pour d'autres élèves HTA, qu'on est beaucoup plus dans l'occupationnel par rapport à une éducation qui est académique. La Société québécoise de la déficience intellectuelle a défini 6 grandes orientations, puis je pense que c'est vraiment ces orientations-là qui devraient guider le gouvernement. Donc, je vais vous les lire. La première grande orientation, c'est de favoriser l'inclusion des élèves au primaire et au secondaire. Ensuite, c'est de mieux évaluer et classer les élèves. C'est de développer, comme troisième orientation, développer les compétences des élèves qui ont une déficience intellectuelle et de mettre en place des programmes spécialisés qui visent réellement la participation sociale de ces élèves-là. Ensuite, mieux former et outiller les enseignants et les enseignantes. S'assurer de la présence et de la stabilité des services de surveillance scolaire aussi. Donc, avant et après l'école, c'est important que les services soient au rendez-vous. C'est ce qui fait une différence aussi dans la vie des parents qui doivent soutenir leurs jeunes. Donc, c'est impensable si la famille ou souvent même la maman doit quitter son emploi pour s'assurer qu'il y a une présence à la maison après les heures régulières d'école. Et finalement, comme sixième orientation, c'est d'harmoniser l'implantation du programme Transition École vers la vie active, la TEVA, partout au Québec et la rendre obligatoire. Nos demandes auprès du gouvernement sont claires. Il faut aussi voir que l'inclusion scolaire, c'est un enrichissement, pas seulement pour les élèves en situation de handicap, mais c'est vraiment un enrichissement pour tous les élèves. Moi, dans ma vie, j'ai la chance de côtoyer des personnes en situation de handicap, principalement des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et je me sens privilégiée de côtoyer ces personnes-là. Je pense que ça peut être un des atouts, justement, de permettre aux personnes qui ont une DI, aux personnes en situation de handicap, d'apprendre des autres, mais aussi, il faut savoir que c'est un apprentissage mutuel pour les élèves qui ne sont pas en situation de handicap. L'école doit être sécuritaire, communautaire et ancrée dans sa réalité. Voilà. Merci, Amélie. Dernière intervention, et non la moindre, Sergeline, tu peux peut-être nous parler de l'éducation inclusive, peut-être même au post-secondaire, j'imagine? Oui, donc la question d'éducation inclusive, on en entend de plus en plus parler, mais c'est très récent. Et donc, si on se demande si le Québec a honoré son engagement, je dirais, moi aussi, comme Amélie, non. Mais ça commence de plus en plus. On commence à en parler maintenant entre le temps qu'on en parle puis le temps que quelque chose soit vraiment mis en place. On ne sait pas combien d'années on va compter encore. Mais l'inclusion, c'est une question de mentalité. C'est un changement de paradigme. C'est un changement systémique. Et les changements systémiques, les changements de paradigme, c'est comme de faire tourner un paquebot. C'est long. Et si c'est pas mis en priorité, si c'est pas intentionnel, mais c'est encore plus long. Et c'est dans cette gamique-là que l'éducation est pognée, si je peux dire ça ainsi. Donc, si l'éducation en tant que telle n'est pas une priorité au sein de la société, tout ce qui doit changer là-dedans va prendre énormément de temps pour changer. Donc, là, on est encore à l'ère de l'intégration, hein, comme monsieur disait ce matin, il y a une différence entre intégration et inclusion. On est encore à l'ère des plans d'intervention qui ne sont même pas bien mis en place. Donc, on est encore loin en termes d'action, en termes de ce qui est observable de l'inclusion. Très loin. Donc, non, c'est la réponse à la question, mais on espère qu'il va y avoir une accélération parce que, bon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ce qui se passe au primaire et au secondaire est similaire à ce qui se passe au postsecondaire. On parle d'accommodement, on parle
de toutes sortes de formulaires à remplir pour un étudiant en situation de handicap en début de session. On parle d'aller voir les professeurs qui ne sont pas formés ou qui ne sont pas obligés d'accommoder. Il y a beaucoup de politiques, il y a des institutions qui n'ont même pas encore de politique d'inclusion, d'éducation inclusive ou de pratique inclusive. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup. Merci, Sergeline. Je pense que ça complète bien cet atelier. Ce qu'on voit aussi, c'est l'objectif de l'éducation inclusive. On peut se dire aussi que c'est un objectif de respect et de promotion des droits. Aussi, on doit continuer à se battre pour que notre école soit la plus ouverte possible, pour permettre à toutes les personnes qui aspirent à une vie adulte pleine et entière de participer à la vie de la société le plus activement possible, y contribuer de façon active. On est encore loin du compte, et puis je pense qu'il y aura, vous l'aurez compris là, par les interventions aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, c'est important, et puis je pense que Sergeline l'a bien mentionné, quand on parle de l'éducation, c'est un levier à la participation sociale essentiel. Donc, il faut y accorder l'importance qui est nécessaire pour pouvoir avoir une société qui est riche et prospère et qui fait vivre tous ses citoyens et citoyennes au même titre, en pleine égalité avec les autres, sans l'exercice d'un droit à l'éducation, plein et entier, on ne peut pas penser que les autres droits vont pouvoir aussi s'exercer de la bonne manière. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie nos trois panélistes qui nous ont offert des réponses très, très éclairantes et très pertinentes. Merci à vous. On fait une petite inversion d'agenda. Je vous présente immédiatement la prochaine personne qui va intervenir ici. Je vais remettre ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Daniel l'a déplacé. Alors, nous recevons maintenant M. Lionel Carman, qui est né en 1965 en Haïti, qui est un neurologue, chercheur et homme politique québécois, élu député de Taillon à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière de la Coalition Avenir Québec lors des élections générales du 1er octobre. Il termine son doctorat en médecine en 1986 à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, il poursuit au Boston Children's Hospital un stage postdoctoral en épilepsie pédiatrique de l'Université Harvard. À partir de 1994, il travaille comme médecin au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Au cours des années, il cumule les titres au CHU de Sainte-Justine, directeur de la clinique d'épilepsie, directeur du groupe de recherche sur l'épilepsie et directeur de l'unité de recherche en imagerie au centre de recherche. Et finalement, en 2015, il est chef du service de neurologie. C'est tout un parcours, Monsieur le ministre. Et je pense que je dis seulement une petite partie, parce que sinon, mais c'est formidable. À compter de 1994, il devient également professeur à l'Université de Montréal, d'abord comme professeur adjoint pour devenir, à partir de 2008, professeur titulaire. Il a plus d'une centaine de publications portant principalement sur l'épilepsie à son actif. Alors, il est ministre délégué à la santé et aux services sociaux de 2018 à 2022, puis ministre responsable des services sociaux depuis le 20 octobre 2022. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Lionel Carman. Merci beaucoup tout le monde. Écoutez, un petit peu surpris là, de l'accueil et du curriculum vitae. Je vous dis qu'en politique, tout ce qu'on a fait avant compte rarement. Donc, c'est important quand même que ça ait été mentionné. Je vous remercie. Merci, M. Lupien, évidemment, et toute l'équipe pour l'invitation aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi peut-être de mentionner mon parcours parce que mon premier commentaire vient sur le titre du premier sommet national que vous avez intitulé « Invisible ». Sachez que pour le ministre, il n'y a rien d'invisible et que c'est quelque chose qui a touché ma carrière. En fait, je vous dirais, chose que peu de gens savent, mais une des raisons pourquoi je suis en politique, c'est que souvent mes patients que je suivais
des jeunes atteints d'une épilepsie sévère, donc la vaste majorité présentant également un handicap sous toutes ses formes, me disait tout le temps, la partie la plus difficile, ce n'est pas l'épilepsie, mais c'est l'inclusion et les difficultés d'être à part entière dans notre société. Puis, on a fait plusieurs développements pour travailler là-dessus, mais sur une visée régionale, Sainte-Justine, Montréal, ça avait un impact. Mais je pense qu'en venant en politique, un début, c'était d'avoir un impact plus national sur l'inclusion. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai accepté l'invitation aujourd'hui, pour vous dire quel est notre plan de match et où est-ce qu'on veut continuer à aller pour travailler sur ce thème qui, je comprends bien, vous avez tous à cœur. D'abord, je tiens à remercier la COFAN qui me donne l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui devant vous au premier sommet sur le handicap des 40 dernières années, donc un moment très important et une occasion unique d'avoir une discussion avec vous tous ici, partenaires. J'ai rencontré des gens du milieu de l'éducation, des gens du milieu communautaire, des gens des différents organismes. Donc, plus de 300 personnes qu'on m'a dit qui ont pris part à l'événement. Donc, une belle diversité dans le groupe. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est vous dire qu'est-ce qu'on a mis en place depuis notre arrivée en 2018 et où est-ce qu'on veut s'en aller avec la suite des choses. Donc, premièrement, pour moi, la raison pourquoi je suis venu en politique, comme je vous dis, c'était de modifier un petit peu la prise en charge de nos jeunes qui présentaient un déficit, un retard de développement ou éventuellement une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience physique ou un handicap plus complexe. Et le premier point, ça a été évidemment l'implantation d'Agirto. Moi, c'est pour ça que je suis venu en politique, pour le dépistage précoce et surtout l'intervention précoce de nos jeunes qui ont un retard de développement, pour améliorer leur pronostic scolaire, pour améliorer leur inclusion, pour améliorer l'intégration des familles et des intervenants qui étaient impliqués dans la vie de ces jeunes-là. Et le concept qu'on a amené, puis ça c'est important là, que vous le mentionniez et puis que vous l'intégriez, c'est que le concept derrière Agirto, là, et c'est pas facile de changer la culture du réseau de la santé, mais ça s'en vient tranquillement. Je pense que c'est presque acquis pour le 0-5 ans, mais on veut faire ça pour tout le monde. C'est vraiment le concept d'intervention sans diagnostic. Ça, c'était vraiment un frein incroyable à l'implantation du programme. Moi, comme médecin, c'est ce qui était le plus difficile pour moi, c'est que travaillant à Sainte-Justine, souvent les jeunes que l'on voyait n'avaient pas d'intervention au niveau stimulation précoce tant qu'ils n'avaient pas un diagnostic. Donc, avec le programme Agirto, on vient vraiment mettre sur la base de l'intervention précoce selon les besoins et non plus selon le diagnostic. Et ça, c'est important parce que c'est en train de découler à travers tout le réseau de la santé. Donc, on veut que la même chose s'applique pour les enfants qui ont plus que 5, 6, 7 ans. On veut que la même chose puisse s'appliquer également au niveau des adultes qui sont en situation de handicap. Donc, c'est un concept qui commence à être bien établi dans le réseau de la santé. Puis, la chose qui m'encourage beaucoup, c'est qu'on commence aussi, j'entendais parler d'éducation tout à l'heure, on commence aussi à entendre un peu de mouvance là, au niveau du système d'éducation. On a la table que vous connaissez là, entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation. Et là aussi, ils commencent vraiment à intégrer le concept qu'on peut offrir des services sans diagnostic. Puis c'est ça qui est la bonne approche si on veut vraiment changer le cours des choses. Mais dès 2019, une autre chose que bien peu de gens savent, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins aussi également importants pour nos adultes qui vivaient en situation de handicap. Puis comme je vous dis, moi, j'étais arrivé vraiment avec le volet jeunesse au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais en 2019, Madame Marguerite Blais, qui s'occupait des adultes en situation de handicap, m'a transféré le dossier, étant donné que
plusieurs des liens se faisaient entre ce qu'on vivait avant l'âge de 18 ans et après l'âge de 18 ans. Donc, dès là, on a vraiment intégré nos services en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience physique, et on s'est attaqué aux différentes problématiques que les parents, surtout d'adultes handicapés, nous soulevaient. Puis la première inquiétude qu'on m'a parlé à cette époque-là, c'était vraiment les enjeux au niveau du devenir des adultes avec des parents vieillissants au niveau de l'hébergement. Je pense que c'était clairement la première situation qui m'avait été soulevée. Et là-dessus, on a développé un programme en 2020 sur l'hébergement avec un déploiement de ce que moi je trouve être la meilleure solution, la solution la plus inclusive, qui est le logement supervisé. Jusqu'à présent, c'est plus de 420 places d'hébergement en logement social et communautaire qu'on a pu développer à travers le Québec. Puis on est encore en train de travailler sur de nombreux projets dans les différentes régions du Québec. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des hébergements adaptés aux besoins particuliers de chacun, quel que soit le type de déficit, et que ces gens puissent vivre leur vie à part entière le plus possible. Dans les mois à venir, on va voir de nombreux autres projets qui s'en viennent. On en a de Montréal aux îles de la Madeleine, en passant par Victoriaville, pour tout type de handicap également. Puis à ce moment-là, j'avais d'ailleurs travaillé avec Mme Blais aussi à propos des maisons alternatives. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on avait parlé, quand on voulait déployer les maisons des aînés, les maisons alternatives, qu'il y aurait à peu près une centaine de places en maisons alternatives. Mais maintenant, on vise vraiment près de 1000 places pour les maisons alternatives, qui est une solution, moi j'en ai visité 2 jusqu'à présent, qui est vraiment une solution qui est bien plus appropriée que le CHSLD, comme vous le savez tous. Et jusqu'à présent, c'est 417 places en maisons alternatives qui ont été ouvertes, et le taux d'occupation dans ces maisons alternatives dépasse les 90 %, donc on est très, très content. Et on travaille maintenant avec Mme Bélanger pour continuer à développer ces places. En parallèle aussi, Mme Bélanger porte le dossier du soutien à domicile, et on me parlait tantôt du chèque emploi-service, et ça aussi, on travaille en collaboration pour améliorer la situation, non seulement pour nos aînés, mais également pour les personnes en situation de handicap. Une partie importante quand même, c'est que je pense que tout le monde est conscient que le but, c'est de garder les gens dans leur milieu. C'est le plus longtemps possible avec leurs parents, avec leur famille. Et c'est pour ça qu'en 2022, on a instauré une de nos promesses, c'était de déployer du répit pour les personnes en situation de handicap. Et je dois avouer que ça a été plus compliqué qu'on le pensait de déployer ce programme de répit-là. Puis il faut comprendre la raison. À ma grande surprise, dans le réseau de la santé, il n'y avait aucun programme préétabli de répit. Donc, les CIS et les CIUS, quand ils offraient du répit dans différents organismes, le faisaient avec des montants qui étaient destinés au programme DIDP-TSA, mais sans spécificité face au répit. Donc, chaque région a dû prendre son bâton de pèlerin, aller faire les partenariats avec les différents organismes communautaires ou les différentes ressources pour déployer ce programme-là, et ça s'est fait à vitesse très variable. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'en 24-25, tous les partenariats sont établis, et c'est plusieurs places de répit qui ont été ouvertes à travers le Québec, et les organismes communautaires qui offrent ce répit ont vu leur financement également consolidé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit beaucoup. Et on veut continuer à développer ce programme-là, puisqu'on n'est pas rendu encore au niveau de notre promesse électorale de 2022. Donc, je suis confiant qu'on va avoir des ajouts dans ce programme-là au cours des 2 prochaines années. Une autre partie aussi que peut-être les gens connaissent moins, mais dans le plan de proche aidance que Mme Blais-Bélanger ont déployé, il y a un volet également institutionnel pour le répit à la hauteur de 11 millions de dollars par année, qu'on est en train de travailler pour les handicaps plus complexes qui ont besoin de répit dans certaines institutions. On a développé certaines places de répit en maisons alternatives,
certains répits dans certains milieux spécialisés également, comme à Québec, par exemple, à l'Oral et Merveille. Donc, on va continuer à déployer ce répit plus complexe et d'essayer de l'intégrer dans des milieux de vie, parce que je pense que c'est une bonne façon d'intégrer nos personnes qui sont en situation de handicap plus sévère dans un milieu de vie à long terme, en commençant par du répit. Une autre des demandes qui m'avait été faite également à ce moment-là, c'était au niveau de, je pense qu'on en a entendu parler, on n'a pas parlé d'éducation, mais également au niveau de l'employabilité. Puis juste pour faire le lien entre éducation et l'employabilité, je pense qu'un des grands défis qu'on a, nous et mon collègue ministre de l'Éducation, c'est la table de l'école à la vie adulte. En 2020, à l'époque, avec M. Roberge et M. Boulay, on a signé une lettre commune qu'on a envoyée au ministère de l'Éducation puis à tous les centres de services scolaires demandant l'établissement d'une TEVA inclusive à travers le Québec. Mais à travers ce processus, on s'est rendu compte que la TEVA en soi n'était pas quelque chose de nécessairement homogène à travers le Québec. Donc actuellement, on a un projet pilote avec 5 régions qui font vraiment une TEVA, je dirais, inclusive, qui permet d'intégrer tout le monde et avoir un plan d'intervention pour tous. Et on va continuer à travailler ensemble pour s'assurer que ça puisse se déployer partout à travers le Québec. Puis ce qu'on veut, c'est pour que cette transition se fasse bien vers l'employabilité, mais qu'on puisse avoir des places adaptées avec une plus grande intensité de service et un plus grand nombre de personnes qui peuvent être intégrées en milieu de l'emploi ou dans d'autres activités. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé un rehaussement significatif des budgets et ce que ça a mené, c'est à l'ouverture de 1390 places et activités socio-professionnelles et socio-communautaires dans le réseau. Puis pour ceux qui connaissent le modèle de M. Cahouette, on a développé les places qui sont en lien avec les usagers qui utilisent les services sociaux, donc les handicaps plus sévères. Mais là, on a encore eu un enjeu, je veux dire, d'intégration ou de complémentarité avec le ministère de l'Emploi, car avec l'ouverture de ces places, on s'est rendu compte au fil du temps que la plupart de ces places étaient, soit en plateau de travail ou en atelier, étaient intégrées par des gens avec de plus hautes capacités, mais qui restaient au niveau des plateaux de travail ou des ateliers. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est avec les agents d'intégration qui sont déployés, on veut travailler pour s'assurer qu'il y ait une limite de temps dans la participation à ces ateliers ou ces plateaux pour ceux qui sont aptes à transiter vers des emplois en bonne et due forme. Donc, ça, c'est un de nos grands chantiers pour la prochaine année ou pour les prochaines années, et on veut y arriver. Les activités de jour, cependant, ça, il n'y a pas d'enjeu. On va continuer à les offrir, on va continuer à essayer de bonifier ces activités-là, mais on veut améliorer les choses au niveau des plateaux de travail et des ateliers. Également, ce qu'on a voulu faire, c'est toujours avec les enjeux de nos familles d'adultes, c'est améliorer les services pour eux en général. Donc, on a bonifié en 2 occasions le soutien, le programme SAF, soutien aux familles, en tout de 18 millions de dollars à peu près. Mais ce qui nous a surpris l'année dernière, c'est ça l'année dernière, c'est que les sommes injectées n'étaient pas toujours toutes utilisées. Donc, on a réfléchi à la problématique et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié la façon d'utiliser cette somme, la reddition de compte. Et maintenant, vous me direz si c'est rendu sur le terrain, mais le but, c'est vraiment qu'on n'ait plus besoin de donner, de donner des factures individuelles et que les parents doivent accumuler les factures. Maintenant, il y a des versements qui se font de façon biannuelle et on espère qu'avec cette souplesse additionnelle, les sommes vont être beaucoup mieux utilisées. On a également bonifié le programme SENS pour les personnes ou lourdement handicapées, non seulement au niveau financier, mais également en permettant d'inclure dans la dernière année ceux qui ont moins de 2 ans pour bonifier le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels.
Finalement, vous le savez, moi, j'ai la chance de travailler avec l'équipe de M. Daniel Jean et de l'OPHQ. Puis je pense qu'ils font un travail exceptionnel avec les autres ministères, que ce soit l'éducation, l'emploi, les loisirs, dans les différents dossiers qui nous touchent tous. Et on fait des avancées, petit pas par petit pas, mais je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction dans chacun de ces dossiers-là. Puis on veut continuer à être à l'écoute de tout le monde, vous qui êtes réunis ici dans cette salle. On veut continuer à travailler avec vous et à travailler avec l'OPHQ pour faire améliorer les choses. Et je pense que malgré les nombreux gestes posés que je viens de vous énumérer, on est sur la bonne voie, mais il reste du travail à faire. Puis, selon moi, et je pense que M. Jean et ses équipes sont au même endroit, je pense qu'une partie de ce qui reste à faire doit être fait sur une base législative. Et ça fait depuis maintenant plus de 20 ans qu'on a la dernière révision de la loi qui s'adresse aux personnes handicapées pour que ce soit leur intégration scolaire, professionnelle ou sociale. Et je pense que depuis 2004, on a vu une belle progression. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont nettement améliorées, soit dans les politiques d'accès aux services, les clauses d'impact, stratégies pour aider l'intégration, évidemment la politique à part entière. Une des choses que je vois dans ma vie de tous les jours, c'est que maintenant, on a plus de 190 ministères, organismes publics et municipalités qui, chaque année, nous partagent leur plan d'action. Et je vous dirais qu'en 2022-2023, c'est la première année où tout le monde a déposé un plan d'action. On demande des mesures qui sont beaucoup plus faciles à appliquer également. Donc, je pense que l'année dernière, par exemple, c'est 5000 mesures qu'on a pu appliquer dans différentes situations. Puis ces mesures nous permettent d'agir sur différents obstacles qui sont rencontrés par les personnes en situation de handicap et leurs familles. Et on veut continuer dans ce sens-là, en s'assurant qu'année après année, tous les organismes et ministères nous déposent leur plan d'action. Mais je pense que quand même, c'est important de faire le point sur cette loi là, depuis 2004 et que de nombreux défis demeurent à relever. Donc, c'est dans ce sens que le 26 avril dernier, j'ai demandé à l'Office des personnes handicapées du Québec de tenir des consultations ciblées auprès de plus de 80 partenaires les plus concernés par la loi. Je pense que les consultations ont commencé cet été et de nombreux partenaires, dont plusieurs d'entre vous, j'imagine, ont été invités à participer à cette réflexion. On veut des gens qui viennent de divers horizons, comme le secteur public, le secteur privé, les municipalités, les organismes, pour qu'on réfléchisse tous ensemble à comment améliorer cette loi. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont concernés et qui n'ont pas été invités à communiquer avec l'Office des personnes handicapées et contribuer à cette démarche. Parce qu'avec cette démarche, on veut donner au Québec les meilleurs outils possibles pour devenir une société encore plus inclusive pour les personnes handicapées et leurs familles. Je pense que le Québec doit être fier d'avoir été une des, en fait, la province avec la première loi spécifique pour les personnes handicapées. Mais je pense qu'il faut continuer, comme Québécois, à innover comme on le fait si bien. C'est quelque chose d'important pour moi que le Québec continue d'être à l'avant-plan des solutions adaptées aux obstacles que confrontent chaque jour les personnes en situation de handicap, car on s'entend tous là-dessus, il y en a encore beaucoup trop. Je pense que ça commence pour nous en étant un gouvernement à l'écoute, en étant un gouvernement proactif et en étant un gouvernement qui n'hésite pas à faire les changements requis pour améliorer les choses. Puis je vous le promets, pour les prochaines années, on va continuer à être à l'écoute. C'est un message qui était important pour moi de vous livrer aujourd'hui. On veut continuer à poser des gestes en conséquence, puis il faut évidemment choisir nos interventions de façon appropriée et qui répondent le plus aux besoins de la population. Mais comme vous le savez, c'est une chose de vouloir être à l'écoute, c'est une chose de vouloir faire les changements. La clé dans tout ça, c'est s'assurer que les changements se rendent sur le terrain. Puis c'est là que notre interaction avec les différents organismes, avec les personnes qui sont sur le terrain, est tellement importante. Moi, chaque été, je fais le tour des différents CCSIUS pour m'assurer que les directives ministérielles se rendent sur le terrain. 2 fois par année, je rencontre vos différents regroupements pour m'assurer que les changements se rendent sur le terrain. Puis cette conversation-là, elle est tellement importante pour moi puis pour mon équipe.
Et c'est important pour moi de vous le mentionner. Donc, je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour réfléchir ensemble à ces questions et aux meilleurs moyens d'aider les personnes en situation de handicap à réaliser leur projet de vie dans notre société. Et pour citer une phrase qui a été mentionnée dans le Soleil cette semaine, « Changer le monde, c'est décider de ne plus fermer les yeux, c'est rendre visibles les gens qui ne l'étaient pas auparavant. » Et moi, comme neuropédiatre, comme je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour notre société, de rendre notre société beaucoup plus inclusive et de promouvoir la neurodiversité. J'y crois vraiment beaucoup. Alors, merci à vous tous d'être ici. Merci à vous de nous aider à changer le monde. Merci de votre participation quotidienne et surtout, restez mobilisés pour faire avancer notre Québec dans la bonne direction. Bonne journée tout le monde et bon retour à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Carman. Mesdames et messieurs, petite annonce de divers anniversaires d'organismes. L'Association de paralysie cérébrale fête ses 75 ans. C'est en 1949 à Montréal que des parents d'enfants vivant avec la paralysie cérébrale décidèrent de se réunir pour former une association. En avril de la même année, à la suite de l'octroi de la Charte provinciale, l'Association de paralysie cérébrale du Québec est née. Main d'applaudissements pour l'association. Merci, M. Coury, pour votre présence. Oui, merci, M. Coury. On a également les gens du Carrefour familial de personnes handicapées qui fêtent aussi son 75e anniversaire de naissance. C'est une étape marquante du parcours de ce membre de la Confédération qui œuvre dans la région de la capitale nationale. L'organisme préconise l'autodétermination des personnes dans leur totalité et soutient la défense des droits individuels et collectifs. Bonne main d'applaudissements pour eux aussi. Et décidément, c'est la journée de Québec. On a nos amis du Cap-Vie. Où est passé Dominique? Bon, Dominique, j'allais perdre ma feuille. Donc, le Cap-Vie qui est issu de l'Association des bénéficiaires du Centre François Charon, aujourd'hui l'IRDPQ, qui a gagné en autonomie. Le Cap-Vie, qui fête son 45e anniversaire, défend et fait la promotion des droits et intérêts des personnes vivant avec une limitation motrice. Félicitations au Cap-Vie. 45 ans, c'est à peu près l'âge de Dominique, c'est exact. Et il y a la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Il y en a qui disent COFAN, moi je dis COFAN parce que j'aime ça être un rebelle, qui va fêter en 2025 ses 40 ans. D'abord désigné Confédération des organismes provinciaux de personnes handicapées du Québec, provinciaux, Québec, enfin. En 1985, le nom est changé en 1998 pour mieux refléter ses activités en Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Donc, en 2025, 40 ans, félicitations. C'est à peu près l'âge de non, c'est pas l'âge de Paul. Okay. Et il y a l'Association pour la santé environnementale du Québec, fondée en octobre 2004. On a nos amis ici de la SEC qui se consacrent à l'inclusion et au soutien des personnes atteintes de sensibilités chimiques multiples par le biais de la recherche, de l'éducation et de la défense des droits. La SEC EHAQ soutient des environnements plus sains depuis 20 ans. Bravo à toutes les organisations. Maintenant, avant que Paul vous livre le mot de la fin, j'aimerais inviter la trésorière de la Confédération et directrice générale du Requis, Lucie No, à se joindre à moi ici, ainsi que le secrétaire de la Confédération et directeur général du Cap-Vie, Dominique Salgado. Lucie et Dominique présenteront les principaux constats, demandes, revendications qui ont été discutés dans le cadre des 8 ateliers qui se sont déroulés aujourd'hui dans le cadre du sommet. Et bien entendu, après le sommet, on informe tout le monde qu'il y a un document plus complet qui va être rendu disponible aux participants et participantes, ainsi qu'aux membres de la Confédération. Autre chose, on m'a fait remarquer tantôt que les présentations PowerPoint étaient vraiment super. Donc, on va achaler les conférencières et conférenciers pour nous fournir cette information-là. Et bien entendu, si ils et elles acceptent, nous allons les partager avec vous, mesdames et messieurs, qui ont participé à ce premier sommet national sur le handicap. Maintenant, la parole à Lucie et à Dominique. Merci Stéphane. Alors, rebonjour à tous. Le bout le plus croustillant, qu'on dirait.
C'est maintenant la plénière, le dépôt, en fait, des résumés de ce qui s'est dit en atelier, des enjeux, et ensuite, évidemment, ça fait partie de nos revendications des différents groupes aussi qui ont participé aux différents ateliers. Alors, on présente ici les principaux constats, les demandes, les revendications, comme je disais, qui ont été discutées. Merci. Alors, on avance. Je vais y aller, moi, avec dans l'ordre le logement adapté et accessible au Québec, les maladies orphelines, l'innovation pour le bien-être financier des personnes handicapées et la privatisation des soins. Et Lucie, par la suite, va enchaîner avec les trajectoires des sorties de violence, la santé environnementale, ici on fait allusion à la sensibilité chimique multiple, l'accès aux services de transport adaptés pour les personnes en situation de handicap et comment Normes d'accessibilité Canada conduit le changement pour faire progresser l'emploi et l'inclusion des personnes handicapées. Au niveau du logement adapté et accessibilité au Québec, les enjeux et solutions, alors ce qu'on souhaite, c'est de s'inspirer de l'Ontario en adoptant une loi sur l'accessibilité universelle qui intègre des dispositions solides concernant l'habitation, avec notamment des sanctions significatives. On souhaite aussi bonifier les programmes soutenant la réalisation de logements sociaux et communautaires accessibles et adaptables, en plus d'assurer leur pérennité. On veut aussi construire davantage de logements accessibles et adaptés pour tout type de handicap. Et finalement, comme recommandation, on souhaite de rehausser le financement de soutien à logement social et communautaire. Alors voilà pour le logement adapté et accessible au Québec. Par la suite, il était question d'un autre atelier fort intéressant, celui des maladies orphelines, donc la reconnaissance et la prise en charge de nouveaux besoins. Ce qui est ressorti d'abord, c'est de bonifier les programmes de dépistage pour identifier les maladies rares dès la naissance, facilitant ainsi des interventions précoces. On souhaite aussi renforcer les initiatives et améliorer la qualité de vie des personnes affectées découlant du cadre normatif pour les maladies rares au Québec, en assurant un accès équitable aux soins et aux traitements, tout en soutenant la recherche et en protégeant évidemment les droits des patients. Une autre direction intéressante dans l'atelier Innover pour le bien-être financier des personnes handicapées. Alors ici, il était question des leçons du programme de revenus de base en matière d'innovation sociale. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les proches aidants des personnes en situation de handicap puissent bénéficier également du PRB, de tabler sur le programme de revenus de base, donc le PRB, pour sortir les personnes en situation de handicap réellement de la pauvreté. Pas seulement le dire, mais le faire. Éliminer ou réduire le fameux 66 mois requis pour se qualifier au programme de revenus de base. Alors voilà pour le programme de revenus de base. Ensuite, il était question de la privatisation des soins, le portrait et l'état des lieux qui ont été présentés. Alors, comme première recommandation, ce qu'on souhaite, c'est d'implanter un programme d'assistance personnelle autodirigé 24/7 pour le soutien à domicile et à la participation sociale des adultes ayant des incapacités importantes pour désinstitutionnaliser ceux qui y vivent et prévenir l'institutionnalisation de ceux à domicile dont les besoins réels ne sont pas répondus. Pour de mêmes besoins, la personne doit bénéficier d'une même qualité d'hébergement et d'une équité de service, peu importe les modalités proposées ou disponibles. On fait référence ici aux maisons des aînés, les CHSLD, ERI, RTF, RPA, les ressources résidentielles, communautaires, etc. Ce qu'on souhaite également, c'est le crédit de maintien à domicile qui doit être accessible en priorité au domicile naturel des personnes. Revoir les modalités du chèque emploi-service concernant l'octroi des heures en fonction des besoins des personnes. Et finalement, le dernier élément qu'on trouve aussi très important, c'est de s'assurer
de la rémunération comparable des PRB pour les préposés selon les territoires et les établissements. Je laisse Lucie poursuivre pour le reste. Merci, Dominique. Est-ce qu'on peut changer la diapositive, s'il vous plaît? Merci. Donc, pour un autre atelier sur la trajectoire de sortie de violence, comprendre pour mieux soutenir, nous recommandons de renforcer la sécurité et l'intégrité physique et psychologique des personnes handicapées par des mesures concrètes pour les victimes, femmes et enfants, et les survivants. Appliquer une approche différenciée selon le sexe, ADS et intersectionnel comme cadre d'analyse au point de vue des programmes gouvernementaux afin de permettre l'accès des données et à des mesures plus adaptées à la diversité des personnes en situation de handicap et de leurs besoins. Pour l'atelier de santé environnementale, sensibilité chimique multiple, nous recommandons d'instaurer une politique sans fragrance et sans parfum pour tout le personnel des services sociaux et de la santé, y compris les médecins, les infirmières, le personnel médical, le personnel d'aide à domicile et les ambulanciers. Nous soutenons aussi l'adoption dans les milieux d'hébergement, d'éducation, dans les transports, etc., des mêmes politiques sans parfum pour tenir compte des besoins des personnes affectées par la sensibilité chimique multiple. Par la suite, pour l'atelier d'accès aux services adaptés pour les personnes en situation de handicap concernant les enjeux et les solutions, la COFAN soutient d'assurer que le financement de tout grand projet collectif, par exemple les extensions du métro de Montréal ou le tramway de Québec, doivent être conditionnels à la mise en place d'un projet universellement accessible avec la contribution des personnes en situation de handicap tout le long du projet. Regrouper des services de transport adaptés par MRC ou davantage pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap en permettant la contribution des divers modes de transport collectif adaptés ou les taxis berlines. Nous recommandons aussi de financer adéquatement le transport interurbain, encore une fois sans fragrance ni parfum, universellement accessible pour le confort de tous. À la suite de la présentation de Normes et Accessibilité Canada pour faire progresser l'emploi et l'inclusion des personnes handicapées, nous soutenons qu'il serait bien de s'inspirer des normes nationales pour fixer des cibles québécoises d'employabilité des personnes en situation de handicap, y compris les handicaps invisibles et épisodiques, que ce soit dans les ministères, les organismes, les entreprises de grande taille, comme en France, et mandater un organisme pour en faire le suivi. Nous suggérons aussi de mandater les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour former de façon plus adéquate les organismes et les ministères qui doivent interagir avec les personnes en situation de handicap. Par exemple, tout ce qui concerne les services numériques, les soutiens à domicile, les chauffeurs dans le transport adapté, les communications gouvernementales, les services de santé et services sociaux. Ceci permettra de permettre la contribution des personnes handicapées qualifiées et rémunérées ou un représentant de celles-ci. Donc, pour résumer aussi la dernière activité qui était la table ronde en éducation, nous désirons demander une prévision de fonds pour amorcer la mise en place d'un programme de certification d'écoles inclusives pour le Québec. De plus, nous favorisons, dans une mesure du possible, la poursuite des plans d'intervention, des ordres des études précédentes, d'élaborer des plans d'intervention personnalisés qui tiennent compte des besoins réels des étudiants et non des accommodations disponibles. Je vous remercie et je laisse la parole à M. Lupien. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Dominique. S'il vous plaît, on les applaudit. Je t'arrête 2 secondes, j'ai quelque chose à dire. Oui. Ça va. J'ai une petite annonce à faire. On m'a fait remarquer, Mme Villeneuve est encore dans la salle. Mme Villeneuve, c'est parce que j'ai un spot d'en face, je ne vois pas le monde.
Bonjour. J'espère que j'ai pris un peu de temps depuis ce matin. Madame Villeneuve de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition m'indique que l'APDA a fête son 40e anniversaire cette année, puisqu'elle a été fondée en 1984. La plus belle des années. Merci, merci beaucoup. Donc, une bonne main d'applaudissement pour Madame Villeneuve. Et maintenant, ben, je me tais et je laisse le crachoir à mon ami Paul. Paul? Grosse question, avez-vous aimé ça? Oui! Hein, pas plus que ça? Oui. Hey, s'il vous plaît. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Je vous remercie d'avoir été là avec nous. Sans vous, ça n'aurait eu aucun sens d'avoir ce sommet-là. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier une fois de plus la Fondation Mirella et Lina Saputo, sans qui ce sommet n'aurait simplement pas eu lieu. J'aimerais aussi dire merci du fond du cœur à la Ville de Québec, aussi à Fin Autonome, à Via Rail Canada, qui est le transporteur ferroviaire officiel, en passant que les gens ont pu voyager via rail en classe affaires. Ils ont été vraiment gâtés. Ils me disaient qu'ils ont grandement apprécié. Et aussi remercier le gouvernement du Québec et plus particulièrement le ministre Lionel Carman de sa présence, et à la SEC et au Cap-Vie, à Société inclusive, à la participation sociale de Ville inclusive, qui ont fourni plusieurs bénévoles, à l'Université Laval, qui nous a accueillis si gentiment ici, et à toutes les organisations qui font partie du comité qui nous ont aidés dans le choix des thèmes de ce sommet. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour tous ces gens-là. Merci à tous les bénévoles. Je ne les nommerai pas parce que j'ai vraiment peur d'oublier des noms. Il y était plusieurs et je les remercie vraiment du plus profond du cœur. Sachez que votre dévouement a été très, très apprécié. J'aimerais aussi remercier André Prévost, qui est l'idéateur du sommet. Mathieu Noël aussi, notre chargé de dossier, qui a piloté de main de maître la liste des inscriptions des ateliers. Et Stéphane Lacroix aussi, pour son coup de main en matière de communication. Merci à tous les membres du comité aviseur qui a travaillé sur le contenu du sommet. Et bien entendu, un gros merci aux membres du conseil d'administration de la Confédération qui m'ont appuyé dans cette formidable aventure. Et là-dessus, vraiment, je voudrais remercier Michel Godet, qui est vice-président, qui vient de la SEC. Lucino, trésorière, qui vient du Requis. Dominique Salgado, secrétaire du Cap-Vie. Kata Amita, administratrice de Polio Québec. Sergent Isidore, administratrice de Montbras-Droit et Duc. Christine Robillard, administratrice de la Société de la sclérose en plaques, Division Québec. Joseph Laubert Duclerc, administrateur handicapé Québec. Thibault Magnette, administrateur aussi PIMO, Québec. Et François Bernier, administrateur coopté d'Horizon B2B, pour son expérience. Lors des dernières heures, nous avons appris plus en matière de transport, de revenus, d'emploi, de violences faites aux personnes en situation de handicap, de soins à domicile, de sensibilité chimique multiple et plein d'autres sujets d'importance. Je pense qu'on a compris qu'il y a des secteurs d'activité qui sont en progression, mais il y a aussi beaucoup d'améliorations à apporter dans d'autres. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères d'activité sera un défi pour les années à venir. Mais encore, j'ai envie de vous poser la même question que dans mon discours ce matin. Ça vous tente-tu de changer le monde avec nous? Yes. Vraiment, là, avec nos membres, nos alliés, tout le monde, on est capable de faire un changement. Pour y arriver, il faudra être unis et solidaires et continuer à travailler ensemble. Il faudrait faire front commun. Il faudra prioriser.
il faudra s'imposer partout où des décisions se prennent sans nous. Et espérons que ce ne sera pas nécessaire. Il faudra peut-être hausser le ton et exiger ce qui nous revient. Le respect, l'écoute, l'empathie, des gestes tangibles et pas symboliques. Mais pour y arriver, il faudra siéger partout où nous le pourrons. Partager nos meilleures pratiques, travailler sur des mémoires et des positions qui sont documentées et solides. Et surtout exiger un financement prévisible, pérenne et suffisant pour mener à bien toutes nos missions. Mes amis, je vous remercie d'être ici avec nous et d'avoir participé à ce grand rassemblement historique. Je voudrais aussi, je pense à ça, des personnes qu'on a peut-être oubliées, la présidente d'honneur aussi, qui a été vraiment... J'ai bien aimé son discours. Je n'ai pas eu la chance de voir ses petites pirouettes. Peut-être une autre fois. Je voudrais remercier aussi le président du Cap-Vie et aussi la présidente de l'ASEC qui ont participé avec la COFAN. Il faut vraiment vous remercier et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais aussi prendre le temps de souligner, il y a des transporteurs qui sont venus. Il y a des municipalités, donc Québec, un représentant de la Ville de Québec, on a une personne de la STM, de la RTL. Il y a plein de monde qui sont venus avec nous, qui sont en dehors de nos organismes. Je voudrais prendre le temps de les remercier d'être venus avec nous pour pouvoir discuter ensemble. Paul-Claude, merci beaucoup pour ton discours ce matin. Vraiment exceptionnel. Alors, merci à tous. Nous réfléchissons déjà à une deuxième édition qui se tiendra au moins sur 2 jours et on regardera tout ça ensemble. J'espère que vous serez là pour la deuxième édition. Aussi, on va fêter le 40e en 2025 et j'espère qu'on va pouvoir compter sur vous tous pour venir fêter avec nous. S'il vous plaît, je vous incite à vous joindre à nous comme membre ou comme allié, comme ambassadeur ou ambassadrice pour cette deuxième édition du Semaine nationale sur le handicap. Merci encore et bon retour à tous à la maison. Et s'il vous plaît, applaudissez-vous, c'est grâce à vous que ça a été un succès.